Alors, c'est quoi cette histoire-là de primaire payante à 15 balles? De primaire PS? Alors déjà, c'est quoi cette histoire de primaire du PS, hein? Primaire fermée du PS, PS place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, pour désigner leur candidat à la présidentielle. Bon, bah, comme prévu, j'ai envie de dire, hein. Olivier Faure, il a beau prôner l'union de la gauche, c'était à peu près sûr, c'était cousu de fil blanc que le PS allait y aller tout seul et qu'il n'y aurait pas d'union de la gauche, du PS à Mélenchon, mes couilles, c'était à peu près sûr. Voilà. Donc, on en a déjà parlé, il y a une primaire fermée du PS, PS et place publique. Donc on le savait déjà, mais nouveau rebondissement, avec encore plus d'embrouilles. S'il n'y a pas d'embrouille en interne au sein du PS, il meurt, hein, c'est vraiment ça. Donc la nouvelle embrouille, la primaire à 15 euros. Ils ont décidé de dire, bon ok, pour participer à la primaire du PS, il y aura 15 euros de participation. Et donc ça fout la merde. Certains disent que c'est prohibitif, et que c'est vraiment une idée de con. Et certains disent, non, c'est bien, comme ça évitera qu'il y ait des LFistes ou je sais pas quoi qui viennent dans notre primaire, voter, et puis faire n'importe quoi. Notamment Raphaël Glucksmann, apparemment. Voilà. Donc il y a la team Olivier Faure comme genre, ah non, pas cool, 15 euros c'est prohibitif. Et il y a la team Raphaël Glucksmann qui est en mode genre, il ne faut pas que LFI m'empêche d'être candidat à la présidentielle. Donc bon. L'embrouille de con. Hein. L'embrouille de con dans la primaire de con du parti de con, quoi. C'est vraiment ça. Mais écoutez, on va en parler. On va lire le petit article de Mediapart qu'on parle bien. Pauline Grohl, un article qui n'est pas hyper long. On va en discuter, ça sera l'occasion de chier un peu sur le PS et sur Raphaël Glucksmann. Hein. Pourquoi se priver? Aucun électeur LFI allait participer à leur primaire de con. Bah ça, c'est truc de oh là là, il y aura de l'entrisme dans les primaires pour choisir d'élire un candidat qui les arrange, machin. Je pense qu'en vérité, très peu de gens font ça, même si c'est une primaire ouverte et gratuite, quoi. Quand il y a eu la primaire LR, la primaire des Républicains en 2017, la fameuse primaire où François Fillon a failli la gagner, non, a gagné la primaire. Et c'était vraiment un peu Alain Juppé versus François Fillon, le duel, quoi. Qui c'est qui a gagné à la fin? Alain Juppé ou François Fillon? Bah, c'est François Fillon. C'était l'aile droite du parti. Alain Juppé, les centristes de gauche considéraient qu'Alain Juppé, c'était moins pire que Fillon, quand même. Voilà. Il était un peu plus respectable. C'était moins un gros droitard. Bon, bah, c'est pas comme s'il y a les électeurs PS qui étaient venus massivement pour faire élire Alain Juppé à la primaire LR pour que ça soit lui le candidat à la présidentielle au lieu que ça soit François Fillon. Alors que pourtant, c'était le favori LR à cette présidentielle-là. Avant l'affaire des costards de François Fillon et la candidature de Macron, sortie du mandat Hollande, la méta c'était encore alternance entre le PS et l'UMP, vous voyez, entre la droite et la gauche. Ça avait fait Sarkozy, Hollande, beaucoup de gens, y compris parmi les électeurs PS de l'époque, se disaient bon bah voilà, il y a quand même de bonnes chances pour que la LR revienne au pouvoir après le PS. La droite revient après la gauche, parce que c'est comme ça que ça marchait à l'époque, avant Macron, vous voyez. Et donc on aurait pu se dire que beaucoup d'électeurs ou de sympathisants du Parti Socialiste, de cette gauche-là, bah, aillent voter à la primaire des Républicains, pour que ça soit Juppé le candidat et pas François Fillon le candidat, parce que quand même Juppé il est moins pire que François Fillon. Et bah qui c'est qui a gagné la primaire? François Fillon. Donc le risque d'entrisme des opposants politiques dans ta primaire, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Ce qui me fait une différence avec Raphaël Glucksmann, vraisemblablement, qui lui a l'air de vouloir sa primaire à 15 balles, parce que comme ça limitera l'entrisme de LFI. Et comme ça met toutes les chances de son côté pour être le candidat à la présidentielle. Bon. Ah, le débat de con. Hein. Ce qu'il faut retenir là-dedans, dans tous les cas, c'est qu'ils sont encore en train de s'embrouiller au PS, quoi. Ils vont flopper à la présidentielle, ces cons. Ils sont en embrouille permanente depuis le début. Jusqu'où ils vont s'embrouiller, quoi. Au cœur de l'élection présidentielle, ils vont être encore en train de s'embrouiller, ils vont faire une campagne de merde, quoi. Pitié, hein. Je ne sais pas ce Moi que aussi, c'est faites que votre campagne de merde, très bien, mais genre, voilà. Nous, ça y est, on les voit tout petits dans le rétro, le PS. Nous, ça commence à faire ça. Et Mélenchon est bien dans les sondages, là. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu un sondage Cluster 17 qui est sorti. Cluster 17, donc ils ont une méthodologie particulière où ils analysent l'électorat français en clusters. Différents types d'électeurs en fonction de leur sociologie et de leur sensibilité. Donc ils ont 17 types d'électeurs différents qui regroupent en clusters. Donc c'est une approche qui est différente des autres sondages. Donc du coup, ils ont une méthode statistique qui est différente. Et il se trouve que Cluster 17, en 2022, c'est eux qui ont le plus senti le coup de force Mélenchon à 22%. C'est pas plus fiable, mais bon, certes, ça reste des sondages, à voir, mais il se trouve qu'en 2022, ceux qui ont le moins sous-estimé Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, c'est Cluster 17, qui ont une méthodologie différente de tous les autres instituts de sondage. C'est eux qui ont mieux senti le truc. C'est absolument pas parfait, évidemment. De toute façon, des sondages à un an des présidentielles,
On sait même pas quels sont encore les candidats. Les dynamiques électorales se sont pas encore enclenchées, etc. Bon, à prendre avec d'immenses pincettes. Mais toujours est-il que Cluster 17, ils ont sorti un sondage, n'hésitez pas à l'envoyer si vous l'avez, où Mélenchon est deuxième, derrière Marine Le Pen. Et il est devant Édouard Philippe. Il est devant les autres. Devant Édouard Philippe, devant le PS. Avec un score qui est déjà à 16%, quoi. Et ça, quoi qu'il en soit, si on compare à des sondages équivalents il y a 5 ans pour la présidentielle différente, aucun monde où Mélenchon était si haut dans les sondages aussi longtemps avant. Alors il faut se méfier des sondages, mais là c'est quand même le jour et la nuit dans l'estimation initiale à 8 mois de la présidentielle. Donc il y a quand même un peu pour moi une information à prendre là-dedans, c'est que Mélenchon part de très haut et Mélenchon a vraiment toutes ses chances d'être au second tour. Et quand tu vois les bras cassés du PS là, et qu'encore leur histoire de merde de primaire de 15 euros, où ils s'humilient en permanence et je trouve ils sont pas dans les plates-bandes, non c'est ça, ils sont pas dans les starting blocks quoi, vous voyez, ils sont pas dans leur lane, ça se voit, ça pue la merde leur truc. Donc je me dis que ça met quand même toutes les chances du côté de Jean-Luc Mélenchon pour qu'il soit au second tour. On connaît les sondages, il faut faire plus 8 pour Mélenchon et moins 8 pour Le Pen. Même cette règle-là, à voir. Hein. À voir. Il faut voir les dynamiques électorales. Mais il n'y a pas de raison, en fait, que Mélenchon n'ait pas une belle dynamique, cette fois-ci aussi. Donc vraiment, en tout cas, une chose est sûre, on peut rentrer dans les détails ou pas, mais une chose est sûre, et je pense qu'on est tous d'accord ici pour se le dire, c'est que Mélenchon a plus de chances de jamais d'arriver au second tour. Et que le second tour, Mélenchon-Le Pen, il nous pend au nez. Il nous pend au nez. Et quand tu vois Édouard Philippe, qui est un peu naze, qui est pas très bon au final, le PS qui pue la chiasse par rapport à toutes leurs histoires de cons, etc., etc., bah, je me dis que vraiment, let's go. C'est tout droit pour le Mélenchon-Le Pen second tour. C'est pas gagné d'avance, mais à voir. À voir. Et moi, je trouve que quand même, c'est la possibilité la plus plausible. Et le second tour, moi, je pense que Mélenchon peut battre Le Pen au second tour. Moi, je suis déjà à penser à ça plus qu'au premier tour en réalité. C'est pour ça que je parle beaucoup des centristes et je dis il y a des centristes, il va falloir un peu les tirer vers nous. Parce que s'il y a un maximum de centristes qui, au moins, ne votent pas Le Pen, voire votent pour Mélenchon, et je pense qu'il peut y avoir une partie des centristes qui votent pour Mélenchon. Et moi, je pense que je peux en convaincre certains éventuellement. Peut-être que je me prends pour ce que je ne suis pas, j'en sais rien, mais moi, je pense. Alors évidemment, il y a les abstentionnistes. Et de manière générale, les gens éloignés de la politique, qui votent ou qui votent pas. Les gens éloignés de la politique qui ne votent pas, ou les gens éloignés de la politique qui votent centre-droit par défaut. Vous voyez? Je pense que c'est eux. Contre toute attente, qui peut-être feront gagner Mélenchon au second tour face à Marine Le Pen. C'est pour ça que moi je pense pas mal à ça. Et voilà quoi. On verra. De toute façon, en 4 second tours Mélenchon-Le Pen, ça va être historique. Hein. Vous imaginez? Vous imaginez on en parle tout le temps hein, sur ce live. Vous imaginez le second tour Mélenchon-Le Pen? Le moment, on va serrer les fesses déjà. Mais genre la France entière va être en mode genre oh quoi? Quoi? Alors là c'est bon, là il y a plus de. Là c'est on choisit maintenant. C'est plus les mêmes qui nous gouvernent depuis 50 ans, là c'est plus eux qui vont nous gouverner. Alors en vérité si, parce que Le Pen ça reste le système. Il n'y aura pas de rupture avec eux. Vous voyez? Mais je veux dire, sur le papier, Mélenchon-Le Pen, le séisme politique que ça va être, si ça arrive. Donc je peux vous dire que dans l'entre-deux tours, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Il y a tout un tas de gens qui vont prendre la parole. Il y a tout un tas de gens qui vont sortir de bois. Il y a des dynamiques qu'on n'a probablement pas vu venir encore, qui vont arriver. On peut pas prédire ce qui va se passer pendant cet entre-deux tours si cet entre-deux tours arrive. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir un moment de politisation exceptionnelle de la société française. Ça va être une dinguerie. Hein. Ça va être une dinguerie. Alors là, ça va parler politique à fond pendant 2 semaines. C'est 2 semaines entre deux tours, je sais plus. Et ça va être vénère. Hein. Ça va être vénère. Hein. Voilà. Donc là, c'est un moment donné où nos certitudes, je pense qu'elles vont parfois un peu voler en éclats. En tout cas, voilà, le narratif de eux, ils préféreront toujours le fascisme à la gauche, comme dit Johan Chapoutot. Il y a un truc où ça va être plus complexe que ça. Je pense vraiment que ça va être plus complexe que ça, sachant qu'en plus Marine Le Pen sera fraîchement, alors, sauf si la Cour de cassation décide de casser la décision de la Cour d'appel, mais quand même il y a de bonnes chances pour que ça arrive pas. On a quand même une Marine Le Pen probablement une Marine Le Pen fraîchement condamnée pour à la prison ferme pour détournement de fonds publics et pas du sursis face à Mélenchon. Second tour de la présidentielle dans ce moment historique. Ça va swinguer. Hein. Ça va swinguer. Si c'est cassé, elle est inéligible, à voir. C'est plus compliqué que ça. C'est un peu dur. Et le juge d'application des peines, machin, c'est même pas tout à fait sûr. Je sais plus, c'est compliqué. C'est des débats de juristes, mais bon. En tout cas, voilà. Ça arrange pas les affaires de Le Pen, ce procès. Pas pour son bloc de sympathisants qui, de toute façon, voteront RN, quoi qu'il advienne, mais pour tous les autres. Et ceux avec qui on peut gagner ou perdre un second tour et pas un premier tour, je pense que ça va jouer. Bref, voilà, c'était le petit point élection. Le petit point second tour. Genre, à chaque fois qu'on parle de politique politicienne, je me retrouve à parler de ça avec vous, mais c'est parce que c'est normal. Hein. C'est normal. Ça intéresse les gens. Ça nous intéresse tous. Moi, j'ai peur d'un 6 janvier à la française. 6 janvier, c'était quoi? C'était le Capitole Trump? C'est ça? C'était la tentative de coup d'État de Donald Trump?
La fête chrétienne de l'épiphanie? Yep, c'est ça. T'as peur de ça? T'as peur que Marine Le Pen dise vous allez les prendre, l'Elysée. Les résultats sont faux. Et que du coup, suite à ça, il y a 3 connards d'extrême droite qui sont genre allez, on part à l'Elysée. Et qu'au final, ils se fassent rattraper en 2 heures par la garde civile, par la police, que ça floppe, qu'ils aillent en tôle et que ça fasse pas grand chose au final. Et qu'ils se ridiculisent un peu. Bon, ça va, hein. Si ça arrive, ça va, hein. Si ça arrive, ça va, hein. Si c'est pour les mêmes résultats que le 6 janvier de Donald Trump, ça va, hein. La tentative de coup d'État sera très vite avortée, a priori. Sauf que la police roule pas mal pour Marine. Ah, c'est vrai que la police américaine, c'est des gros gauchistes, hein. Vous pensez que si elle perd l'élection face à Mélenchon, il va y avoir un coup d'État? Moi, je pense qu'on n'en est pas encore là, quand même. Replaçons-nous dans notre contexte de 2026. Hein. Un coup d'État, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Hein. Je pense pas. Hein. On n'en est pas là. Hein. Juste regardez. 1934. Les ligues fascistes, les milices d'extrême droite défilent dans la rue. Il y a eu une tentative de coup d'État. On parle de 1934, hein, un an après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. À la période où les fascistes italiens, littéralement, il y avait les chemises brunes qui défilaient dans la rue et que Mussolini arrivait au pouvoir de l'Italie fasciste. On était dans ce contexte-là, hein, de l'entre-deux-guerres, dans un moment où la société était 1000 fois plus violente que maintenant, avec le souvenir de la Grande Guerre qui était là 15 ans avant. Ils ont fait une tentative de coup d'État, ils ont même pas été jusqu'au bout. Ça a fait flop, 2 ans après, il y a eu le Front Populaire et les congés payés. Bon. Coup d'État de Marine Le Pen en cas de défaite des élections. Les chemises noires en Italie, j'ai dit quoi? J'ai dit les chemises brunes? Je me suis trompé? Bon, pardon. Oui, les fascistes, quoi. Voilà. Donc bon, ça va. Moi, je m'inquiète pas trop de ça. On verra. On verra. Trump l'a fait après avoir été au pouvoir, pas avant. Le Pen a juste à attendre la prochaine élection. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Bah, ça, on verra. Ça, on verra. Bref. Bon, toujours est-il qu'on va revenir à la primaire du PS, la primaire à 15 balles. J'ai dit les bébés brunes. Oh, pardon. Et on va plutôt parler de ça. Voilà, voilà. Il y a 0 monde où ça arrive. Moi, je pense qu'il y a 0 monde où ça arrive. Pareil. Ça irait tellement pas avec la stratégie actuelle du RN en plus, ça serait bizarre. Oui, c'est les chemises noires en Italie. C'est quoi les chemises brunes alors? C'est un vrai truc ou j'ai tout mélangé? Juste finir sur ça avant de passer à l'article. Après, entre le fait de réussir leur coup d'état et de tenter un truc qui va flop, il y a un monde. Je pense que tenter un truc nul qui va flop, c'est dans leur corde. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, ça me fait vite fait peur. Hein. Mais regardez déjà, Marine Le Pen qui fait son grand meeting au Trocadéro pour dénoncer les juges rouges. Même ça a flop. Un coup d'état, non mais ça va, ça va. Vous surestimez l'électorat de Marine Le Pen peut-être. Oui, ok, c'est les SA. Les chemises brunes, c'est les SA. D'accord, ok. Donc les SA, c'était la milice des nazis avant que la création de la SS. Quoi. Une fois au pouvoir, ça peut vite basculer. Ah, là, on dit pas dans le cas où Marine Le Pen gagne, quoi. Mais bon, encore une fois, Trump arrive au pouvoir. Son coup d'État, il a pué la merde à côté. Hein. Voilà, là, il y a Orban, il a fini par perdre les élections. Le PIS en Pologne, qui était au pouvoir en Pologne, parti d'extrême droite, il a fini par perdre des élections. Là, le Premier ministre, c'est plus le PIS. Je sais pas. Hein. Là, on a eu un exemple en Europe récemment de coup d'État fasciste. Après, on pourrait être le premier en France, quoi. Mais voilà. Faut pas non plus se faire peur. Il faut faire des analogies avec le passé pour comprendre la gravité de ce qui nous attend. Mais il faut réussir à doser non plus et pas trop se faire peur. Parce que c'est aussi une autre manière d'être des bandeurs, ça, quelque part. Vous voyez? On verra ce qui se passe. En attendant, en tout cas, on garde la tête froide et une chose est sûre, c'est qu'il faut les baiser en 2027 déjà, et ça sera bien. Dans tous les cas, voilà, si on les baise en 2027, on met toutes les chances de l'autre côté qu'il n'y ait pas de coup d'état fasciste. Quoi. Voilà. Allez, donc c'est parti. Revenons au Parti Socialiste. La primaire à 15 € divise un peu plus le PS. Le montant défini pour participer à la désignation du candidat social-démocrate génère de vives tensions au sein du parti à la rose. Les 15 € envisagés sont jugés prohibitifs par le camp fort, qui accuse le camp Glucksmann de vouloir verrouiller le corps électoral à son avantage. Ça, c'est un très beau cas de pipi versus caca. Hein. Fort versus Glucksmann. Le camp fort accuse le camp Glucksmann de vouloir verrouiller le corps électoral à son avantage. Là, c'est pipi versus caca. Hein. C'est vraiment ça. Le cas d'école. Hein. Soutien critique à pipi, ceci étant dit. Pipi étant ici le camp fort, bien sûr. Bon, bref. J'adore cette expression. C'est vraiment une grosse expression de gamin, hein, mais pipi versus caca, je trouve que c'est trop marrant. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. On pensait que
pause estivale oblige, le PS avait momentanément pris congé de ses guerres intestines. Donc c'est un article de Pauline Grohl pour Mediapart. Qu'après des mois d'une interminable foire d'empoigne, le vote militant du 9 juillet, ayant enfin abouti à un processus de désignation du candidat ou de la candidate à la présidentielle, avait fait retomber la pression au sein d'un parti plus que jamais sur la corde raide. Il n'a pas fallu 4 semaines pour que le vent de la polémique se remette à souffler à toute force sur le parti d'Olivier Faure, au risque de renverser le frêle radeau social-démocrate. Ça me plaît là ce que je lis. En plein mois d'août, les huiles socialistes se sont ainsi trouvées une nouvelle pomme de discorde. Le montant qui sera réclamé pour participer au vote de départage des candidats et candidates à l'espace socialiste, rassemblant le PS et Place Publique en vue de 2027. Place Publique étant, je le rappelle, le parti de Raphaël Glucksmann. Voilà, où il n'y a que Raphaël Glucksmann et des anciens macronistes dedans. Eh ben super. Je ne sais pas ce que c'est que Merci Arakis, merci beaucoup Arakis pour ton tout premier mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est un parti pris, non, c'est politique, c'est politique. Alors, Mediapart, ils ont vraiment un truc où c'est une volonté de leur part de ne pas être verbeux. C'est pas écrit de manière très avec du style spécialement. Ils ont vraiment cette volonté d'être neutre et factuel. Pas trop de phrases alambiquées, il faut que ça soit carré, neutre, précis. C'est vraiment le style Mediapart, parce qu'ils ont une haute idée du journalisme, etc. etc. Il y a rarement des petites punchlines ou des trucs un petit peu comme ça, quoi. Voilà. Parfois, il y a des éditos, ils appellent ça des partis pris, où là, c'est un peu plus écrit, on va dire. Mais de manière générale, le style Mediapart est très neutre et factuel. Bah là, quand tu vois ça, c'est un peu plus écrit. Ça dépend du journaliste, certes, mais quand même, il y a ce style Mediapart. Et c'est vrai que Pauline Grohl, parfois, c'est un peu plus écrit, entre guillemets. Mais là, voilà. Pourtant, c'est pas un édito, c'est pas un parti pris. Neutre. Quand je dis neutre, je parle du style, de la manière dont c'est écrit. Je dis pas la neutralité journalistique, tatati. Oui, il y a une ligne éditoriale de Mediapart qui parfois casse bien les couilles par ailleurs. Hein. Quand ils décident de faire un article OSEF sur le dernier sujet polémique du coin, là, avec LFI dedans, machin bidule, là, en mode retour sur l'affaire Barbara Butch. Ah, c'est bon, vous cassez les couilles. Voilà, moi je soutiens pas LFI, je soutiens pas Mediapart par rapport à ça. Là, j'ai dit de neutralité stylistique. Je parle dans le style. La manière d'écrire de Mediapart est très neutre et factuelle. Je parle vraiment de la forme. Hein. Je parle de la manière d'écrire. Je parle pas de la ligne éditoriale. C'est deux choses différentes, quoi. Donc là, c'est pas un parti pris, et pourtant, on sent que ça tape un peu sur le PS. Voilà, ça s'éloigne un petit peu du style habituel de Mediapart. C'est un peu plus en mode le frêle radeau social-démocrate, quoi. C'est vraiment dire à quel point le PS pue la merde en ce moment, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ok, mais pas les tweets d'Edoui Plenel. Alors moi, je suis plus sur Twitter, mais typiquement, les tweets d'Edoui Plenel, moi, Edoui Plenel me saoule. Hein, mais moi, je suis comme vous, Edoui Plenel me casse les couilles, là. Il arrive le petit doigt en l'air en mode la démocratie est peut-être ce qu'il y a de plus important. Oh. Ça va. Tu nous saoules, là. Tu nous saoules avec ta démocratie de merde, voilà, je le dis. Tu nous saoules. Moi, les trucs comme ça, de la démocratie, machin bidule, moi, j'ai vraiment ma sensibilité démocrate, républicaine, etc. C'est des choses qui sont importantes pour moi, quoi. Mais il y a un moment donné, Edoui Plenel juste arrête de casser les couilles et d'arriver et de distribuer les bons points. Ça va, tu fatigues. Déjà, t'as 92 ans. Donc ça, c'est des choix éditoriaux. C'est vraiment des choix éditoriaux. Vous voyez ? Est-ce que tu décides de faire cet article-là ou est-ce que tu décides de pas faire cet article-là ? Même en mettant les tweets d'Edoui Plenel de côté. Moi, Mediapart, j'ai dit parce que je trouve qu'ils font plein de super articles et j'ai envie de continuer à les lire pour les super articles qu'ils proposent parce qu'ils ont des très bons journalistes dedans. Vous voyez ? Mais genre, il y a des choix éditoriaux de faire un énième article pour dire attention quand même, par rapport à l'affaire Barbara Butch, peut-être que c'était pas terrible de la part de LFI. C'est un choix éditorial de faire ça. Est-ce que tous les journaux de gauche font ce choix éditorial ? Après, il n'y a pas de fake news dans l'article, ils ont le droit de le dire. Effectivement, oui, ok. Mais je veux dire, est-ce que c'est un choix éditorial intéressant, là, à l'heure actuelle, de le faire ? Non. C'est juste ça saoule. C'est là, t'arrives et tu fais actually, sachez qu'il s'est passé ci et ça, et on va rétablir un peu de vérité. Le choix éditorial à faire dans ces moments-là, sur des affaires de cons avec LFI et tout, je parle de l'affaire Barbara Butch, Alan Brunon, etc., c'est de dire on s'en tape, on s'en bat les couilles. C'est pas important, on s'en branle. La polémique montée en épingle par les médias, on va pas rentrer là-dedans. Allez vous faire foutre. Sur Butch, ils ont fait du journaliste de préfecture. Bah oui, je suis d'accord avec ça, moi. Je trouve que Mediapart, sur cette affaire-là, ils auraient dû à la limite faire un article où ils en parlent factuellement, ils disent il s'est passé ça, on s'en branle, au lieu d'arriver et dire ah là là, c'est dans les informations et tout, et on s'en bat les couilles. C'est un choix éditorial à un moment donné. Le choix éditorial de Mediapart par rapport à ça, je suis en mode cassez-vous. Cassez-vous. Mais à côté de ça, voilà, sur l'affaire Quentin Derenque, Mediapart, super. Ils ont eu vraiment leur utilité. Et quand Mediapart est arrivé pendant l'affaire Quentin Derenque, ils sont arrivés en mode genre, ok, on a fait notre journalisme d'investigation, voilà le compte Twitter de Quentin Derenque, ils ont terminé l'affaire en mode next, on passe à la suite. C'est grâce à l'article de Mediapart qu'on peut le traiter de nazi en étant vraiment sûr de pas se faire harceler par l'extrême droite parce qu'ils l'ont prouvé par A plus B.
Donc voilà, Je ne sais à un pas ce moment que donné, c'est c'est que des le choix éditoriaux. super-profit. Et on peut voir l'utilité d'un journal comme Mediapart. On l'a bien vu au moment de l'affaire. L'utilité politique, pas juste journalistique. On l'a bien vu au moment de l'affaire Quentin de Ranc. Mais là, sur les trucs Barbara Butch chez les filles, machin bidule, vous avez que ça à foutre d'écrire vos articles de merde. C'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Et je dis ça, moi pourtant, je reste abonné parce que je trouve qu'il y a plein de super articles pour suivre l'actualité. Quand on aime la presse écrite, qu'on suit l'actu via la presse écrite, Mediapart, ça reste quand même, globalement, moi je trouve, un bon journal. C'est juste que voilà, les côtés Edoui Plenel sur Twitter et leurs petits articles qui servent à rien, là, moi j'en ai marre, je suis comme vous, voilà. Et certains trucs sur l'international, etc. J'ai des critiques à faire à Mediapart, quoi. Mais à côté de ça, je trouve que c'est quand même globalement un très bon journal. Vous voyez, un truc aussi, je lis beaucoup moins Luma que Mediapart quand je suis en live. Mais pourtant, je trouve, et je dis pas juste ça parce que je bosse avec eux, moi je préfère la ligne éditoriale de l'Humanité à celle de Mediapart. Justement parce qu'il y a plein d'articles où ils n'arrivent pas en mode genre actualité, gna 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 gna. Je préfère leur ligne éditoriale. Mais pourtant, je lis plus d'articles de Mediapart en live. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils ont des articles que moi je trouve plus propices à faire de la lecture en live. Voilà. Parce qu'en fait, je rééditorialise moi-même, on va dire, les articles que je lis. C'est à ça que je sers, premièrement. Et deuxièmement, souvent leurs articles sont un peu courts pour en faire une séquence en live à l'UMA, tout simplement. C'est très bête de format. Souvent, pour parler d'un sujet d'actualité où je décide de le faire en lisant un article, souvent Mediapart, ils disent bien tout dedans. C'est nickel. Et moi, je trouve que pour mon format à moi, c'est parfait. C'est aussi pour ça que je continue à lire des articles Mediapart et que je continuerai à le faire. L'UMA, niveau investigation, c'est pas la folie. Ouais, bah, niveau journaliste d'investigation, Mediapart, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils font du super boulot à ce niveau-là. Même des haters de Mediapart. Tout le boulot qu'ils ont fait par rapport à Sarkozy et compagnie, personne les attaque là-dessus. Ils sont trop forts là-dedans. Même les haters, on les attaque pas là-dessus. Ceux qui ont un cerveau, en tout cas. Vous voyez? Mais l'UMA, c'est pas leur force, mais je trouve qu'en ligne éditoriale, c'est deux choses différentes. Hein. En ligne éditoriale, je préfère l'UMA. En journaliste d'investigation, Mediapart fait plus le taf. Et en termes de format d'articles, etc., moi, je lis plus Mediapart que l'UMA. Alors qu'en termes de ligne édito, de ligne politique, si vous préférez, je préfère l'UMA. Vous voyez? C'est juste que c'est la presse, quoi. C'est pas un parti politique auquel tu décides d'adhérer ou pas, quoi. Voilà, Mediapart sur Betaram ou des trucs comme ça. Il y a des trucs où ils font un taf de fou. Et l'affaire Quentin de Ranc, justement, j'étais très content parce que l'UMA a fait un taf de fou et Mediapart a fait un taf de fou. Et là, c'était en mode genre, ah bah voilà, les journaux de gauche ont amené leur pierre à l'édifice et franchement, c'était très bien. Hein. Pour l'affaire Quentin de Ranc, ça a pu les révélations de l'UMA sur Némésis, les guet-apens de Némésis là pour aller attraper des gauchistes, etc., d'un côté. Puis là, le dernier clou dans le cercueil, son mauvais jeu de mots, de Mediapart qui fait l'article sur le compte Twitter de Quentin de Ranc. L'UMA a fait un super taf, Mediapart a fait un super taf, et là on a vu l'utilité que peut avoir les journaux de gauche, même ceux qui nous saoulent par moment, et à juste titre, comme Mediapart. Là on a vu le rôle qu'ils pouvaient avoir politiquement dans un moment comme l'affaire Quentin de Ranc. Moi j'étais en mode genre trop bien. Là il y a eu un alignement entre la France Insoumise, Mediapart et l'UMA avec l'affaire Quentin de Ranc. Tout le monde a amené sa pierre à l'édifice. LFI a tenu bon, a pas plié les chines, a tenu la ligne politique, a dit bah non, on va pas dégager Raphaël Arnaud, on va pas liquider l'antifascisme. Politiquement, ils ont fait le taf de zinzin. Et à côté, l'UMA d'un côté, Mediapart de l'autre, sur l'aspect journalistique, réamener des faits pour expliquer ce qui s'était passé vraiment, on fait leur taf de dingue. Il y a eu un alignement entre l'UMA, Mediapart et LFI à ce moment-là, pour l'affaire Quentin. Et moi, je trouve que c'était beau. Hein. Vraiment, j'étais en mode genre, ah, c'est cool, c'est cool. Et bah voilà, ça c'est bien. Et il y a des moments, je suis en mode genre, ouais, vas-y, vous cassez les couilles, Mediapart. Vous cassez les couilles. Mais je continue à les lire malgré tout et je continue à me dire qu'il y a des moments où ils ont grave leur utilité et on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Bon, lisons l'article s'il te plaît. Tout à fait, Médès. On va continuer l'article. Mais si je prends le temps de parler de ça aussi, c'est parce que moi, ça m'a attaqué par rapport à Mediapart plein de fois. En mode genre, c'est un ribot, c'est un bourgeois qui lit Mediapart. Oui, oui. Allez, bon, voilà. Là, parfois, je clarifie un peu mes positions par rapport à ça parce que ça a pu me traquer par le passé. Que ce soit sur le chat ou ailleurs. Mais bref, peu importe. Je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense qu'il y en a qui sont en mode genre ok, je suis content d'avoir ces explications de la part de Ribot. Les autres, si vous en foutez de ce que je viens de dire et que pour vous, vous en battez les couilles, bah très bien. Du coup, on va reprendre l'article. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais j'avais envie de le dire quand même. J'avais envie de le dire. Bref, tout ça pour dire, le frêle radeau social-démocrate risque de se renverser et même en plein mois d'août, les huiles socialistes ont quand même trouvé une nouvelle pomme de discorde. Vraiment, quelle bande de bras cassés, s'ils s'embrouillent pas pendant 2 semaines, ils meurent, quoi. Voilà, c'est ce que disait Pauline Grohl dans son article. Dimanche, Ségolène Royal, elle-même candidate à cette primaire interne, a dégainé la première par un poste lapidaire. C'est trop cher, a-t-elle posé, en réaction à une information ayant fuité dans l'opinion, selon laquelle le ticket d'entrée pour les participants au scrutin organisé cet automne serait fixé à 15 € et à 10 € en tarif social.
Comment justifier de passer de 2 € à la précédente primaire de 2016 à 15 € cette année? C'est insurgé sur le réseau social X, anciennement Twitter, celle qui, en 2007, avait ravi à Dominique Strauss-Kahn et à Laurent Fabius la place de challengeuse de Nicolas Sarkozy. On parle du coup de Ségolène Royal. Une victoire alors largement attribuée au corps électoral artificiellement gonflé par les adhésions à 20 € mises en place quelques mois plus tôt par la rue de Solferino. Donc ça veut dire qu'en fait, si elle a gagné sa primaire, ça c'est les trucs, c'est les embrouilles classiques, LR et le PS, spécialistes là-dedans, surtout LR. C'est vraiment qu'en fait, si elle avait gagné cette primaire en 2007, Ségolène Royal, c'est qu'elle a réussi à faire plus de cartes. Vous connaissez l'expression faire des cartes ou pas? C'est une expression de politicien. Le truc de faire des cartes. Vous connaissez? Elle a réussi à faire des cartes plus que d'autres. Faire des cartes, ça veut dire, si tu veux gagner une élection interne dans ton parti, te démerder pour faire adhérer un maximum de nouveaux adhérents par ta force militante, tes équipes, les militants qui sont team Ségolène Royal par rapport à team Dominique Strauss-Kahn. Donc le but, c'est de faire un maximum de cartes, de nouveaux adhérents au parti pour qu'ils puissent voter pour toi, soit dans une primaire, soit dans un vote interne ou dans un truc comme ça. Vous voyez? Et ça, on appelle ça faire des cartes. Et la meilleure personne qui a réussi à faire des cartes de fou, historiquement en France, c'est la goth Valérie Pécresse. Pourquoi la très médiocre Valérie Pécresse s'est retrouvée candidate à la présidentielle en 2022? Bah, elle a été plus forte pour faire des cartes que les autres. C'est vendre des cartes d'adhésion, tout à fait. Elle a mis en place tous ses réseaux pour avoir un maximum de gens qui adhèrent aux Républicains uniquement pour voter par Valérie Pécresse. Vous vous en souvenez pas de ces histoires-là? Il y avait des gens, en fait, c'était des gens impossibles qui soient adhérents à LR. Et pourtant, ils ont bien voté pour Valérie Pécresse. Il y avait quelqu'un qui avait inscrit, en payant la cotisation, une personne inconnue à LR, qui a voté Valérie Pécresse à la primaire. En fait, c'était le nom de son chien. Voilà, vous vous souvenez du chien, vous vous souvenez de ça? J'avais lu un article il y a longtemps, elle avait fait marcher ses réseaux dans le 13e arrondissement de Paris, des liens, des réseaux liés à des travailleurs sans papier chinois. Le 13e arrondissement de Paris, c'est là où il y a le quartier chinois. Et donc il y a des réseaux un peu shady, quoi. Des réseaux de travailleurs sans papier qui viennent bosser dans des cuisines dans le 13e arrondissement, etc., etc. Vous voyez? Des trucs un peu shady, quoi. Des gens qui parlent pas un mot de français, qui sont des travailleurs sans papier, quoi. Mais du coup, via ces réseaux politiques, elle avait accès à certains de ces réseaux comme ça. Et du coup, il y a eu des enquêtes et il y a plein de Chinois travailleurs sans papier dans le 13e arrondissement qui étaient encartés chez les Républicains et qui avaient voté Valérie Pécresse. Il y avait je crois que c'est peut-être Mediapart qui avait fait une enquête. Ils avaient été voir certains de ces travailleurs sans papier chinois. Ils lui avaient demandé mais pourquoi vous avez voté Pécresse à la primaire? Ils étaient en mode genre me parlez pas de ça. Je parle même pas français. La politique, non, moi je parle pas de politique. Voilà. Et Pécresse, elle a gagné, c'est qu'elle a réussi à faire adhérer un maximum de gens. Elle a fait des cartes d'adhésion pour gagner la primaire, quoi. Vous voyez? Et ben je savais pas, mais apparemment Ségolène Royal, elle avait fait ça aussi. Une victoire largement attribuée au corps électoral artificiellement gonflé par les adhésions à 20 € mises en place quelques mois plus tôt par la rue de Solferino. Ok. Donc ça serait en mode Ségolène Royal, elle a mis en place des adhésions à 20 balles, à 20 €, donc baisser le prix d'adhésion au PS, pour derrière faire marcher ses réseaux à fond, aller chercher des adhérents qui sont là juste pour voter Ségolène Royal à la primaire, et tadam, elle a gagné la primaire. Ah là là, Ségolène Royal. La Valérie Pécresse de la gauche, finalement. De toute façon, la primaire, c'est toujours à qui triche le mieux. Oui. De fou. Au PS, la tradition, c'est plutôt le bourrage d'urne. Il y a de ça aussi. Voilà. Mais du coup, je n'ai toujours pas compris pourquoi c'est un scandale alors que c'est le prix d'une carte électorale. On va lire l'article. Mais en tout cas, déjà, là, c'est à 15 €. À la dernière primaire, c'était à... Il avait mis où? C'était à 2 €, je crois. Bon, je sais plus. Oui, c'était 2 € la dernière primaire. Et là, c'est monté à 15, donc... je sais pas, on va lire l'article. Si le prix à payer pour participer à la primaire de 2026 ne sera en réalité officiellement décidé que le 25 août, date de la prochaine réunion du Conseil national socialiste. Attendez, le Conseil national socialiste? Vous avez vu, ça m'a fait bizarre en le lisant. Heureusement qu'il n'y a pas le tiret. Le Conseil national socialiste. J'aime pas trop ça. Hein. Il y a un truc qui me gêne dans cette phrase. Le Conseil national socialiste. Le national-socialisme, c'est le nom du nazisme. Hein. Voilà. Nazisme, c'est l'abréviation de national-socialisme. Socialisme national. Quoi. Oh, vraiment, je l'ai lu sans réfléchir et au moment où j'ai prononcé Conseil national socialiste, il y a un truc qui vraiment j'ai bugué. J'ai bugué en le disant. J'ai fait la même tête en le lisant hier. Ouais, c'est marrant, ouais, c'est drôle. Bon, bref. Bon, c'est pas drôle le nazisme. Hein.
Mais là, c'est drôle. C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé depuis quelques jours au sein du parti à la rose. Du point de vue socialiste, la question est en effet tout sauf superflue. Définissant le profil des électeurs et des électrices et, par conséquent, le ou la favorite du scrutin, le montant du ticket d'entrée revêt une importance majeure. Chaque fois qu'un processus de type primaire est lancé, les partis se déchirent sur ce sujet, souligne le politologue Rémi Lefebvre, qui rappelle les remous provoqués au Parti travailliste britannique ou au Parti démocrate italien ces dernières années. En l'occurrence, si le PS reste sur un tarif à 15 €, cela signifie qu'il veut filtrer l'électorat et donne l'impression d'un parti qui a peur du peuple, ajoute-t-il. Donne l'impression d'un parti qui a peur du peuple? L'impression, je pense qu'on peut enlever une partie de la phrase. Hein. Bon, regardez. Cette phrase-là. Si le PS reste sur un tarif à 15 €, cela signifie qu'il veut filtrer l'électorat et donne l'impression d'un parti qui a peur du peuple. Moi, j'ai envie de le réécrire avec les crochets et les 3 petits points, vous voyez? Le PS a peur du peuple. Moi, ça m'irait très bien. Citation. Moi, je la mettrais comme ça. Le PS a peur du peuple. Moi, j'ai envie de l'écrire comme ça, la citation. En tronqué. Le PS, 3 petits points entre crochets, a peur du peuple. Ça irait aussi. Hein. Bah oui, évidemment, Raphaël Glucksmann a peur du peuple. Il y a des gens trop populaires qui arrivent et qui veulent comme une candidature à gauche, et on sait pas pour quelle raison obscure ils décident quand même de vouloir voter à la primaire du PS, a priori ils ont pas envie de voter pour Raphaël Glucksmann. Évidemment qu'il a peur du peuple, Raphaël Glucksmann. Il veut aller chercher l'électorat, aile gauche de l'électorat macroniste, on va dire. Il y a des choses qu'il prouve. C'est la fameuse note qui avait été faite là avec les différents profils. Les différents profils qui seraient susceptibles de voter pour Raphaël Glucksmann, les différentes sociologies qu'il faut aller chercher dans le cadre de la présidentielle. Souvenez-vous de Gérard de Guérande. Il y avait toute une slide dans la présentation que quelqu'un avait fait pour Raphaël Glucksmann. Voilà, il y avait Romain de Romainville, Gérard de Guérande. Et Gérard de Guérande, c'était vraiment un mec qui a une maison secondaire, cadre supérieur, retraité aisé, qui a voté Macron en 2017 et en 2022, mais qui là est déçu parce que quand même il est un peu progressiste, et il a quand même peur de l'extrême droite, parce qu'il est cultivé. C'est ça les électeurs qui veulent aller chercher, quoi. Il n'y avait pas un mec des quartiers populaires ou un prolo là-dedans, quoi. Romain de Romainville, Nathalie de Nantes, Tartarin de Tarascon, non, ça c'est autre chose. Moi je me souviens surtout de Gérard de Guérande, c'était le plus gros bourge dans l'histoire, Gérard de Guérande. Mais voilà, il n'y avait pas, je sais pas, Ahmed de la Courneuve dedans, hein. Ça c'est clair et certain. Alors après du coup, fallait des jeux de mots, à chaque fois il les faisait en rimant. Mais bon. Bref. Bah oui. Le PS a peur du peuple, oui, et en particulier Raphaël Glucksmann, ça me paraît assez évident. Une analyse partagée par Philippe Brun. Philippe Brun du Parti Socialiste, le très nul Philippe Brun, également candidat à la primaire de l'Espace Socialiste. Alors, c'est pas la primaire du PS, c'est la primaire de l'Espace Socialiste, parce que c'est PS et Place Publique. Pour intégrer Glucksmann dans leur truc de con, ils parlent de l'Espace Socialiste. Bon. Donc Philippe Brun qui dit « Je ne laisserai pas cette primaire être confisquée par ceux qui veulent de l'entre-soi. La gauche a été inventée pour défendre les ouvriers et les employés, pas pour défendre les bobos et la gauche de salon. » Non mais gros, t'es au PS en BIC 2026, Philippe Brun, qu'est-ce que tu nous parles de bobos et de la gauche de salon? On n'est pas la gauche caviar, nous. Bah si, en fait, si, précisément. Et c'est pour ça que les gens de gauche ne vous aiment plus depuis bien longtemps. Bien sûr que si. Les seuls qui votent encore pour vous, c'est des bourgeois centristes, quoi. Voilà. Littéralement. Les gens de 62 ans, avec une bonne retraite, qui étaient contents de voter Mitterrand en 81 parce qu'ils étaient jeunes et progressistes, et qui maintenant, ils trouvent que Mélenchon, c'est quand même un peu l'extrême gauche, mais ils n'aiment pas non plus l'extrême droite. Ils ont quand même certaines valeurs un peu progressistes, c'est pas les plus gros raslards, ça va, c'est des gens qui essaient de vivre avec leur temps, qui ont des enfants, qui sont pas des gros réacs, voilà, qui essaient d'écouter leurs enfants, qui parfois, eux, votent Mélenchon. Et ils se disent, oh, le PS, quand même, j'aurais bien aimé que le PS ait encore le vent en poupe. Voilà, c'est ça les gens que vous pouvez aller chercher. Même quand c'est des gens bien intentionnés, généralement, c'est ce genre de profil, quoi. C'est des darons, petits bourgeois, un peu progressistes sur les bords. C'est pas les ouvriers, les employés, le lourd prolétariat, c'est bon. Le déni, oui, tout à fait. Donc ça, voilà. Cette citation de Philippe Brun, qui cinglait le député de l'Eure, le 5 août sur France Info, avant d'annoncer que si son parti ne baissait pas drastiquement le prix, il lancerait une caisse populaire pour aider les gens modestes à participer au scrutin. Oh, waouh. Il va faire une caisse de grève. Il va reprendre le concept des caisses de grève pour permettre aux gens qui n'ont pas le sou de voter à leur primaire à 15 €. Non mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Merci Drip Magnus pour le sub. 1 an. Quel plaisir, merci pour le gros taf Ribo. Un plaisir de voir la chaîne grandir.
Bah merci beaucoup. Plaisir partagé de voir la chaîne grandir, je te le cache pas. Ça fait plaisir et plaisir de voir que tu me soutiens. Et merci à tous pour votre soutien de manière générale. D'ailleurs, si vous voulez soutenir ceux qui regardent ça sur YouTube, j'en profite pour le dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, liker la vidéo, partager et pourquoi pas la booster. Ça peut être pas mal. En likant la vidéo, puis après vous pouvez lâcher un boost. Vous en avez 3 par mois et c'est uniquement sur l'application par contre. Portable et tablette. Voilà. N'hésitez pas à venir sur Twitch si vous en avez l'occasion. Je stream le matin à partir de 9h30, 10h. 3 ou 4 jours par semaine, souvent le mardi et le jeudi. Et voilà. Tout soutien est bon à prendre. Parlez autour de vous, partagez les vidéos, tout ça. Voilà. Et abonnez-vous surtout, ça c'est important. J'en étais où? On est en train de dire quoi? Ah oui, le Parti Socialiste pue la merde, c'est ça qu'on est en train de dire. Allez, on reprend. Attends, juste un truc. Yes. J'en étais où? On voit quand je mets ma barre comme ça? Non. On était où? Voilà. Une caisse. Philippe Brun veut mettre en place une caisse populaire pour que les gens les plus modestes puissent participer à la primaire du PS. Puissent mettre les 15 euros. Qui vont, je le rappelle, dans les poches du Parti Socialiste. Hein. Bon. Une caisse de grève, c'est en mode un maximum de gens, des travailleurs qui peuvent se le permettre, mettre dans la caisse de grève pour pouvoir aider les personnes qui ont fait grève, pour que la grève soit victorieuse et puisse durer le plus longtemps possible. C'est une méthode d'auto-organisation des travailleurs pour pouvoir mener des grèves victorieuses. C'est ça le principe d'une caisse de grève. C'est de la lutte des classes appliquée, quoi. Et de l'entraide de classes appliquées dans un contexte de lutte des classes pure et simple, quoi. Donc lui reprend ça pour participer à la primaire payante du PS. Non mais la honte, quoi. La honte. Ces gens-là, on socialise dans leur nom, hein, mais la putain de honte. Allez, on continue. Outre qu'il envoie un message potentiellement désastreux aux sympathisants de l'espace social-démocrate, le montant annoncé dans la presse, à par ailleurs illico, était interprété par les proches d'Olivier Faure comme une manière de tailler un scrutin sur mesure pour Raphaël Glucksmann. Et oui, parce que Gérard de Guérande, on en parlait tout à l'heure, lui, il est chaud pour mettre les 15 balles, il s'en bat les couilles. Hein. Voilà. Oui, donner de l'argent à Sudrail plutôt qu'au PS, putain. Autour du premier secrétaire, qui ne cache plus son intention d'être lui aussi candidat, on parle d'Olivier Faure, on s'étrangle. La primaire à 15 balles ne serait ni plus ni moins qu'une manœuvre orchestrée par l'aile droite du PS, visant à faire un pont d'or au fondateur de Place Publique Raphaël Glucksmann. Je suis un peu d'accord avec ça. Citation. L'obsession des soutiens de Glucksmann, c'est de fermer au maximum le corps électoral pour s'assurer de sa désignation. Mais tout cela est grotesque. Non seulement, sans une large participation, la primaire ne créera aucune dynamique électorale. Mais qui va payer 15 euros pour départager des gens dont on n'est même pas sûr qu'ils pourront accéder au second tour de la présidentielle? Se désole Pierre Jouvet, lieutenant d'Olivier Faure. C'est ce qui s'appelle un verrouillage, abonde Philippe Brun, qui juge lui aussi que l'opération sera contre-productive pour la suite. Philippe Brun, il est team Olivier Faure? Ou il est entre les deux? Parce que là, attendez, il y a plusieurs tendances au sein du PS. De base, il y a 2 grandes tendances. C'est la tendance aile gauche, aile droite au sein du PS. On parle pas de Place Publique. En fait, comment dire, il y avait 3 plateformes. Il est peut-être Team Valo, c'est peut-être ça. Il y avait 3 plateformes au moment de la primaire du PS. La texte d'orientation A, B et C. TOA, TOB, TOC. Je ne me souviens plus lesquels étaient lesquels. TOB, c'était Boris Vallot. TOC, peut-être, c'était Olivier Faure. Et TOA, c'était Nicolas Meyer-Rossignol, maire du Havre et candidat malheureux à la tête du PS 2 fois. Il a perdu 2 fois contre Olivier Faure et c'était très serré. Voilà. Et Vallot, il est entre deux, quoi. Donc on va dire, grossièrement, Olivier Faure, c'est aile gauche. Il était pour l'union avec les écolos, machin, mes couilles. Et Nicolas Meyer-Rossignol, c'était l'aile droite. Plus proche de Raphaël Glucksmann. Maire de Rouen, j'ai dit du Havre? Non, maire de Rouen, pardon, maire de Rouen. J'étais il y a pas longtemps à Rouen en plus. Non, je me suis trompé. Mais oui, c'est évidemment Édouard Philippe, le maire du Havre. Désolé, ma langue a fourché. Pardon, merci de me reprendre. Donc bref, t'avais aile droite, aile gauche, ça se jouait surtout au niveau du rapport à la fille, à l'union de la gauche, etc. Mais là, en fait, t'as les Glucksmanniens. Maintenant, t'as Place Publique et l'équipe de Glucksmann. Et en fait, là, comme il y a de la politique politicienne, où c'est pas très politique, c'est qui sera candidat. Du coup, en fait, là, l'aile droite du PS est pas nécessairement alignée avec Raphaël Glucksmann. Parce que peut-être que l'aile droite du PS veut eux-mêmes avoir leur propre candidat. Peut-être qu'ils veulent que ce soit Hollande le candidat. Pour des raisons politiciennes. Et pas Raphaël Glucksmann. Donc là, déjà, il y avait ces 2 ailes au sein du PS. Hollande, il est aile droite du PS. T'avais aile gauche, aile droite du PS, on va dire. Se rajoute à ça Boris Vallot, qui est un entre-deux. Un peu le faiseur de roi au sein du PS, entre guillemets. Et se rajoute encore à ça, maintenant que c'est des histoires de primaire, et là, ça devient de la pure politique politicienne, sans aucune fin d'idée derrière, tu rajoutes la team Glucksmann. Il y a ces 4 sensibilités politiques-là, peut-être.
Enfin, sensibilité. Il y a ces 4 teams politiques, c'est pas une histoire de sensibilité, hein, c'est une histoire de carrière, et bah qui vont aller lutter et se faire la bourre pour savoir qui sera candidat à la fin. Donc là, on est presque dans un truc, un tel niveau de n'importe quoi, que même l'aile droite du PS pourrait très bien être contre Raphaël Glucksmann juste parce qu'ils veulent leur candidat à eux et que ce soit pas Glucksmann. 50 nuances de centre droit, exactement. Ouais, c'est une libellule, le bousin. C'est même pas aile droite, aile gauche, quoi. Voilà, c'est exactement. C'est pipi versus caca versus vomi versus pu. Exactement ça. Pas ouf ce Hunger Games, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Bon, on va suivre ça avec attention et on va se régaler, ça je peux vous le dire, quoi. Donc voilà, pour résumer, on dit souvent qu'il y avait deux tendances au sein de l'espace socialiste, on va utiliser leur terme. Au sein de ce fameux espace socialiste, donc PS plus Glucksmann, il y avait 2 tendances, aile gauche, aile droite, les gens plus unionistes et les gens plus libéraux, on s'en bat les couilles à la Glucksmann. Et là, en fait, il y aurait plus 4 tendances différentes. Oh, waouh. Oh, waouh. Bref. Donc il y en a, ils sont pas contents. Ils sont pas contents contre Raphaël Glucksmann. Mais tout ça n'est pas politique. Hein. C'est pas qu'ils sont en désaccord avec ses idées, évidemment. C'est qu'ils se disent quand même... Je pense qu'il y en a plein au PS qui se disent « Attends, ça serait une première historique si on n'a pas de candidat socialiste. Place publique pour nous représenter à la présidentielle. Je veux bien aux européennes, parce qu'il est tête de liste, et il y a quand même des gens du PS dans la liste. Mais pour la présidentielle, je refuse que ça soit place publique et pas le Parti socialiste. » Je pense qu'il y en a plein qui se disent ça, au sein du PS, y compris au sein de l'aile droite du PS. Donc là, ils sont vent debout contre Raphaël Glucksmann. Vous êtes les mêmes! Politiquement, vous êtes les mêmes! Donc arrêtez d'être des hypocrites comme ça, on s'en bat les couilles de vos histoires de cons. Oh! Sous le sceau de l'anonymat, un cadre de place publique confirme. Le verrouillage du corps électoral a été voulu par Raphaël Glucksmann, car il a peur de perdre si trop de monde vient voter. Décrypte ce militant qui a fait ses calculs. Si on ajoute les voix des adhérents du PS, au sein duquel Olivier Faure n'est plus majoritaire, et les voix des adhérents de Place Publique, Raphaël Glucksmann l'emportera à coup sûr cet automne. Quand on ne cesse de justifier sa candidature par le fait qu'on est plus démocratique que Mélenchon, avouez que la magouille ne manque pas de sel, s'étrangle le même, prédisant que cette histoire de 15 € sera l'épine sociale de la primaire. Peut-être, hein. Peut-être. Ok. Attends, j'ai pas suivi ce qu'il a dit. Ce militant qui a fait ses calculs. Oui, la peur de perdre, c'est trop de monde bien voté. C'est ça. Ils anonymisent comme si c'était pas 3 à place publique. Attends, mais c'est quelqu'un de place publique là? Un cadre de place... Ah ok, un cadre de place publique confirme. Désolé, hein, parce que parfois je lis les articles, je suis concentré sur le ton que j'utilise et il y a des moments où les informations passent à travers moi. Pardon. Un cadre de place publique? Bon, c'est soit Sacha Ollier, soit Aurore Laluc, soit Aurélien Rousseau en fait. C'est qui d'autre? C'est forcément un des 3. Mais attends. Si on ajoute les voix des adhérents du... L'effort des plus majoritaires et les voix des adhérents de place publique, Raphaël Glucksmann l'emportera à coup sûr cet automne. Mais je comprends même pas cette phrase. Donc c'est un cadre de place publique qui dit de toute façon on est sûr que si tout le monde vote, Raphaël Glucksmann y passe, mais en même temps il dit c'est Raphaël Glucksmann qui veut verrouiller parce qu'il a peur. Je n'ai rien compris à ce paragraphe. C'est pas clair. C'est pas clair quand c'est place publique qui parle. Je le refais, attendez. Je suis obligé de le relire, pardon. Sous le sceau de l'anonymat, un cadre de place publique confirme. Le verrouillage du corps électoral a été voulu par Glucksmann, car il a peur de perdre si trop de monde vient voter. Décrypte ce militant qui a fait ses calculs. Si on ajoute les voix des adhérents du PS et les voix des adhérents de place publique, Raphaël Glucksmann l'emportera à coup sûr cet automne. Quand on ne cesse de justifier sa candidature par le fait qu'on est plus démocratique que Mélenchon, avouez que la magouille ne manque pas de sel, s'étrangle le même, prédisant que cette histoire de 15 € sera l'épine sociale de la primaire. Je comprends pas. Si c'est ouvert à plus de monde, il perdra. Oui, du coup, il a peur que d'autres gens qui ne sont pas ni au PS, qui ne sont pas adhérents au PS, ni adhérents à Place Publique actuellement, puissent venir faire de l'entrisme. Ok, c'est bon. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que la primaire à 15 balles, il n'y a pas besoin d'être encarté ni à la primaire ni à Place Publique pour venir voter. Il y aura besoin que de payer 15 €. C'est ça? Il n'y a pas besoin de montrer que tu as un jour de cotisation au PS, quoi. Oh. Donc c'est une primaire fermée, mais t'es pas obligé d'être à jour de cotisation au parti pour pouvoir y participer? Parce qu'il y a 2 partis dedans? Ah. Soit à partir du moment où on comprend rien à leur putain de truc. Enfin, je suis désolé, c'est mon métier de suivre la politique quotidiennement quand même. Voilà. Je suis observateur de la vie politique et les magouilles du PS, je les ai quand même pas mal suivis sur cette chaîne.
À partir du moment où même nous, là, collectivement, on comprend pas c'est quoi leurs histoires, c'est vraiment qu'il y a un problème. Hein. Si t'es encarté, tu votes 0. Ok. Pourquoi ils l'ont pas précisé avant dans l'article? Ah, j'ai rien compris. Ok. Si t'es encarté au Parti Socialiste, tu peux voter quoi qu'il en soit, et verrouiller les autres à un vote à 15 euros, ça leur permet qu'il n'y en ait pas trop hors du PS actuel qui viennent voter. Si c'est 15 euros, les adhérents seront à même de les payer. Et si ce sont seulement eux, Glucksmann gagnerait. Mais si le prix baissait, ça ouvrirait la porte à beaucoup plus de personnes au-delà des adhérents. C'est donc Gluglu a peur. Ok. Oh là là. Ok, d'accord. Bon, c'est un peu. Bon, en résumé, Glucksmann, il a peur que des gens viennent voter contre lui. Du coup, il est en mode, on va verrouiller et mettre ça à 15 euros. Comme ça, les gens ne viendront pas voter. Pour mon adversaire. Pour l'heure, il n'y a guère que dans le camp de Boris Vallaud que l'on défend clairement le ticket d'entrée à 15 euros. Preuve qu'une légère fébrilité s'est toutefois emparée d'une partie des troupes. Un argumentaire a été diffusé, mercredi 5 août, dans les boucles internes pour rassurer sur le bien fondé du processus. Attention. Depuis quelques jours, vous voyez un débat fleurir sur les différents réseaux sociaux sur le prix pour participer à une primaire, comme si le vote du 9 juillet n'avait pas existé. Ceux qui essayent de faire croire qu'il s'agirait d'une primaire ouverte racontent strictement n'importe quoi, y écrit l'un des proches de Boris Vallaud, le sénateur Alexandre Wizy. Joint par Mediapart, ce dernier explicite la logique. Ok, d'accord, on va enfin peut-être comprendre. Les militants et militantes socialistes ont rejeté le 9 juillet la primaire élargie proposée par Olivier Faure. Oui, actant la fin d'une union de la gauche ou je ne sais quoi. Et de la primaire de Tondelier et tout. Parce qu'ils font leur propre primaire. Au profit d'un scrutin militant propre à l'espace socialiste. Donc une primaire fermée. La mise en œuvre du processus électoral ne fait donc que respecter ses choix. Certains veulent faire croire que les 15 euros réclamés sont une cotisation pour voter, mais ce n'est pas du tout ça. Le vote est réservé soit aux militants du PS, soit aux militants de Place Publique, ou d'autres organisations amies qui souhaiteraient participer. Et si on est adhérent d'aucun des partis, alors on peut adhérer directement au Pôle Socialiste, une organisation moyennant 15 ou 10 euros pour devenir militant de la campagne et s'engager pour 2027. Ok. Donc, ok, d'accord. Donc c'est une primaire fermée, mais fermée à l'espace socialiste, l'espace social-démocrate. Il se trouve que dedans, il y a le PS et Place Publique. Or, des gens peuvent se reconnaître comme faisant partie de cet espace social-démocrate sans être ni adhérents au Parti socialiste, ni adhérents à Place Publique. Auquel cas, ils peuvent adhérer à une association montée pour le coup, qui s'appelle Pôle Socialiste. Et en adhérant à cette organisation, tu payes 15 balles, tu as le droit de voter à la primaire, et tu as le droit de faire la campagne du candidat qui gagnera la primaire. Vous savez quoi, quitte à ce que ça soit incompréhensible comme ça, ils auraient carrément dû arriver et dire c'est une primaire semi-ouverte. Voilà, ils auraient vraiment dû aller jusqu'au bout de leur démarche de con, être incompréhensible, technique et nul à chier jusqu'au bout en disant c'est une primaire semi-ouverte. Et une primaire semi-ouverte n'est-elle pas parfaitement en adhésion avec la 5ème République semi-présidentielle? Voilà, ils auraient dû faire les espèces d'intellos débiles jusqu'au bout, quoi. Ça aurait été encore plus compréhensible que leur merde, là. Vraiment, t'es obligé d'avoir un débunkage de Mediapart qui va parler au bras droit de Boris Vallaud, sinon on comprend même pas c'est quoi cette merde, quoi. Non mais sérieux, c'est le truc le plus illisible que j'ai jamais vu de ma vie. Donc les macronistes qui ont les moyens vont venir s'inscrire au dernier moment pour faire voter Glucksmann, voire Hollande. Bah c'est possible, ça peut aller dans les deux sens, quoi. Oh là là, c'est tellement débile et flou, oui, c'est insupportable. Après, c'est un peu drôle à suivre. Hein. C'est un peu drôle à suivre, en vérité. Moi, ça me fait un peu rire, j'aime bien. C'est mon petit plaisir de regarder dans le détail à quel point c'est imbitable leur truc. J'aime bien. Il y a un côté où j'aime bien. Bon, bref, le PS. Hein. Ils ont l'air tellement pas prêts pour la présidentielle. Encore une fois, hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'à la fin, juste ils vont flopper pour la présidentielle comme prévu, quoi. Après, s'ils floppent trop et que ça laisse dans l'espace centriste, dans le bloc central, bah, plus de place pour un candidat type Édouard Philippe pour exister, et bah, il se peut qu'Édouard Philippe fasse quand même un bon score à la fin par le vote utile, et peut-être suffisamment pour être au-dessus de Mélenchon à la fin. En vrai, je pense pas, mais c'est le seul risque que Mélenchon soit pas au second tour. On verra. Limite un PS qui tire pas trop la gueule, qui arrive à splitter en deux l'espace du bloc central, en termes de vote, ça aurait été mieux. Hein. Ça aurait été encore mieux. Ça aurait mis une barre encore plus basse pour accéder au second tour pour Mélenchon. C'est leur projet, ça? Ouais. Ah, c'est probablement comme ça que ça va se passer, quoi. Mais du coup, si le PS est vraiment à 2%, ça laisse plus d'espace à Édouard Philippe pour exister et pour aller ravir un second tour à Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc il faut un PS qui pue la merde, mais qui tient un tout petit peu le coup. Voilà. C'est mon avis. Il faut encore décider qu'Edouard Philippe et Attal arrivent à se... il faut encore qu'Edouard Philippe et Attal arrivent à se décider qui restera en lice au moment où les sondages les donneront au même niveau. Tout à fait. Après, il y a un monde où ils y vont tous les deux en mode rien à foutre, rien à perdre, auquel cas on est très bien. Mais bon. On verra. Hein. On verra. C'est ce que le veut le PS. Oui, bah, je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Ils puent tellement la merde, est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas. Hein. Bon. Chez les opposants à la candidature de Raphaël Glucksmann, on ne se montre pas convaincu par l'exposé. Le vote du 9 juillet n'était pas un vote pour une primaire fermée, mais contre une primaire au format bagneux. Pointe Philippe Brun, qui affirme avoir personnellement veillé à ce que les partisans du scrutin interne l'ouvrent aux sympathisants dans une sorte de primaire mi-ouverte, mi-fermée. Voilà, exactement, une primaire semi-ouverte. Mais tuez-moi en fait, tuez-moi directement. Une primaire semi-ouverte, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Stop, arrêtez, faites des trucs compréhensibles. Alors en fait, c'est une primaire semi-ouverte pour correspondre au périmètre de Bagneux. Non mais c'est quoi ça? Faut un bac plus 5 en mathématiques appliquées pour comprendre ce que c'est? Oui, c'est une description. On parle de topologie ou quoi? C'est de la topologie. C'est un cours de M1 de topologie, quoi. Pour calculer un périmètre de Bagneux, il faut utiliser un espace semi-ouvert. Non mais niquez vos mères au final, ça va. Faut un doctorat pour comprendre vos trucs. C'est quoi un périmètre de Bagneux? C'est quoi? C'est une intégrale de Lebesgue ou je sais pas quoi là? Vraiment, on croirait des maths appliquées de M1. Utiliser un espace semi-ouvert pour calculer le périmètre de Bagneux. La solphrénologie, c'est une science dure. Ah bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est quoi Bagneux? Un jour, ils ont fait un meeting à Bagneux avec tous les nuls qui étaient là, tous les unionistes éclatés au sol. Donc ça allait de Clémentine Autain, elle était encore dans le bail à l'époque, jusqu'à Glucksmann, quoi. Voilà. Ce périmètre-là. En gros, les SOSDEM unionistes chiants. Et donc ça, du coup, maintenant, ils disent format Bagneux, périmètre de Bagneux, ce genre de choses. Voilà, c'est ça, Bagneux. C'est les gros nuls unionistes. Format Bagneux. Une primaire mi-ouverte pour le format Bagneux, mais tuez-moi tout de suite, quoi. Dans le pôle socialiste, hein, voilà. Comment expliquer à quelqu'un ce que c'est que le pôle socialiste? Alors, si je vais t'expliquer le pôle socialiste, tu vois le périmètre de Bagneux? Ouais, bah ils font une primaire semi-ouverte. Ah, c'est drôle en vrai. En vrai, c'est drôle. Seigneur. Allez, c'est quasiment fini. C'est quasiment fini, courage. Quant à l'entourage d'Olivier Faure, il précise que cette entité dédiée est encore loin d'être mise en place et que les pro-primaires à 15 balles, à 15 euros, feraient bien de se méfier. 20 jours avant le Conseil national du 25 août, qui décidera de l'organisation de l'élection, rien n'est encore joué. Inch'Allah. On n'avait plus le droit de rire. On n'avait même plus le droit de parler. Sérieusement? Quelle indignité. Ouais, je sais plus quoi dire d'autre, je mets tous mes clips à la fois, c'est bon, j'en ai marre. Comment ne pas devenir fou, quoi? Pourquoi je m'inflige ça? On est le 8 août 2026. On est au cœur de l'été, il fait beau dehors. La vie est belle. Et je suis là à lire ça. Et vous êtes là à m'écouter. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous infligez ça? En vrai, on rigole. Je dis ça, mais on rigole bien. On rigole bien. Se foutre de la gueule du PS, en vrai, c'est quand même un plaisir. C'est quand même un plaisir. Je dis ça, pourquoi on s'inflige ça, mais ouais. Tu fais un truc ce soir, MDR? Dans le coin, ouais. Mais pas à Paris. Pas à Paname. Mais je vois peut-être un ami dans le coin. Peut-être Anthony. Normalement, je vois Anthony ce soir. Voilà. Avec le PS, on rigole toujours. J'aime souffrir. Mais oui, c'est un plaisir un peu masochiste. J'aime bien en vrai. On rigole bien. Bon, en conclusion pour la team YouTube là, qui vous me regardez tout de suite là. En conclusion, je dirais, si vous avez une technique pour calculer un périmètre de Bagneux sans passer par des espaces semi-ouverts, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker la vidéo parce que moi je sais pas. Hein. Je sais pas faire ça. Voilà. Pourtant j'ai été prof de maths pendant quelques années. Et abonnez-vous bien sûr.